Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Europe in Turmoil 2 publié par Compass Games en 2024. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon opinion du jeu. Et c'est essentiellement très positif, fait que si vous permettez, on va commencer par les choses que j'ai moins aimées, puis je vais terminer par les nombreuses choses que j'ai aimées. D'abord, je dois dire qu'au niveau de ce qu'on peut appeler là, la chaîne des événements, là, on a peut-être poussé le bouchon un petit peu loin, là. Fait que à la défense du jeu, ils nous fournissent une chart comme ça, mais pour moi, ça ne fait qu'illustrer peut-être là la. En tout cas, là, tu sais, personnellement, là, les flowcharts, là, je garde ça pour le travail, là, quand, quand je m'amuse. Quand je joue à des jeux, j'ai pas trop le goût de regarder ça, là. Mais bon, il y a des événements qui sont prérequis à d'autres, il y a des événements qui empêchent d'autres d'arriver, puis ça c'est commun dans tous les card-driven games, là, qu'on soit clair là-dessus, là. Sauf que là, ici, bon, il y a un petit peu là, cette interaction-là, puis il y a de l'interaction même avec la charte de réarmement là, au travers de ça, là, via ces affaires-là. Là. Fait que bon, le jeu nous fournit une charte comme ça, là, sauf que, tu sais, je trouve que c'est un petit peu exagéré à mon goût, là, tu sais, de dire ça, c'est prérequis à ça, mais quand ça, c'est joué, ça peut plus être joué, puis évidemment, au début, vous savez même pas, tu sais, bon, vous vous doutez que les cartes bleues, si vous êtes le joueur de droite, c'est à votre avantage, puis les cartes rouges, c'est à l'avantage du joueur de gauche, mais encore, qu'est-ce que ça fait exactement? Tu sais, fait que March on Rome est un prérequis à jouer Il Duce, qui est lui-même un prérequis à jouer les mouvements fascistes, mais les mouvements fascistes peuvent aussi être enablés par Adolf Hitler, mais pour être capable de jouer Adolf Hitler, vous allez devoir avoir joué une de ces trois patentes-là. Fait que, tu sais, euh, peut-être même que dans certains jeux, si on prenait tous les événements qui sont prérequis à d'autres, qu'on faisait une chart avec, ça ressemblerait à ça, là. Mais j'en doute. À ma connaissance, je pense que c'est le Card Driven Game qui a poussé ça le plus loin. Puis pour moi, c'est juste une petite bit trop. Ça m'empêche pas de dormir, mais c'est un petit point négatif à mon avis. Euh, Personnellement, ça me manque un petit peu ce que j'appelle la caractérisation des spaces. Tu sais, que Provence, par exemple, soit il y a une space de worker ou d'aristocrate ou de je ne sais trop quoi, là, dépendamment du jeu. Je trouve que c'est quelque chose qui ajoutait pas un gros overhead, juste de mettre des icônes là. Puis au final, c'est peut-être même une décision graphiste. Parce que, bon, là, il y a besoin d'espace de plus pour les fameux extrémistes de gauche puis de droite. Fait que là, peut-être que si on rajoute des icônes en plus là-dedans, ça commence à être le bordel, puis ça commence peut-être même à être impossible de fitter toutes les hosties de space. Parce que, en Italie, c'est tassé en tabarnak, là. Fait qu'en tout cas, mais moi, personnellement, ça me manque. Je trouvais que ça ajoutait une dimension intéressante. C'est un événement qui dit d'ajouter des points encore là dans des worker space, des aristocrates space. Moi, ça me manque un petit peu. Je trouvais que c'était un bel ajout à partir de 1989, puis d'enlever ça pour moi, on perd un petit peu encore là de saveur puis de twist de gameplay intéressant. Je trouve, puis c'était le cas aussi quand même un petit peu dans Europe in Turmoil 1, mais je ne sais pas si c'est pire là-dedans ou ça m'a frappé plus, là, mais je trouve vraiment que les spaces indépendantes ont vraiment une place, j'oserais dire, quasiment trop importante dans ce jeu-là, parce que des fois, finalement, par exemple, vous êtes le joueur de droite, vous allez dominer en Allemagne, puis tu sais, il y a une espèce de feeling tu sais, de jouer une scoring card au bon timing, puis de dire, tiens, mon Chris, je domine, puis là, tu sais, on se frotte les mains, puis on dit, bah, si, là, je vais compter mes VP, mais des fois, vous allez dominer, par exemple, en Allemagne, là, tu sais, vous allez avoir 8 points de victoire, plus 3, mettons, pour vos Battlegrounds, ça fait 11, puis l'adversaire a 3 plus un Battleground, ça fait 4. Fait que vous vous apprêtez à scorer 7. Puis là, de m'amener le joueur de gauche qui dit, à minute, je contrôle la Pologne, je contrôle, tu sais, l'Autriche, je contrôle la Suisse, si je contrôle les Netherlands, puis là, tabarnak, si vous vous rendez compte, si je fais scorer 3 points de victoire, crise de ma grosse région. Fait que, tu sais, on se bat pour la domination, mais au final, le joueur qui contrôle les pays indépendants, importants, il vient quasiment de dénailler à peu près toutes les VP à son adversaire. Fait que, je sais pas, moi j'ai toujours aimé, j'ai été élevé, on dirait, à considérer, là, tu sais, arrange-toi pour dominer, puis arrange-toi pour jouer les cartes de scoring au bon timing, mais là on dirait que de se pitcher sur les pays, tu sais, on s'entend que les pays indépendants, tu sais, c'est pas mal rare que le joueur de droite va contrôler l'URSS,
Bon, la Pologne, peut-être des fois, là, ces pays-là commencent avec de l'influence de droite, là, mais ils n'ont pas une très haute stabilité, puis l'URSS est souvent contrôlé par le joueur de gauche avec un extrémiste dedans. Fait que, câlisse, ces pays-là, je les ai vus revirer, moi, pour le joueur de gauche. Puis là, ils sont tous adjacents, asti, ou presque, à la fucking Allemagne. Fait que, anyway, je trouve peut-être qu'on a enlevé de l'importance à certaines régions. Puis là, l'Allemagne est une des plus payantes, si c'est pas, en fait, c'est la plus payante. Mais c'est 10 fois pire en Italie. Là, vous allez dominer en Italie si vous faites 4 points de victoire plus vos battlegrounds. Après ça, encore là, la Suisse, des fois la Grèce, la Turquie, qui sont adjacents au Dodécanèse, qui est ici, qui appartient à l'Italie, puis vous allez encore là voir vos points de victoire fondre comme neige au soleil. Euh, c'est mes trois petits points, sans dire qu'il a fallu que je me force pour trouver des points négatifs. Là. C'est mes seuls trois petits points négatifs. À cette heure, le positif. Je trouve que vraiment, on a vraiment, comme on dit en bon québécois ou en bon anglais, là, on a nailé la mécanique du support check. On a mis le doigt dessus. Après tant de gossage, tout commence avec TS ou le fameux coup. C'est vous jouez votre carte, puis c'est la stabilité doublée du pays, puis that's it, on se calisse de la situation alentour. 1989 arrive avec des support checks, je pense qu'il appelait ça de même en tout cas, où est-ce que là, soudainement, croisement entre le coup et le réalignement dans TS, là, soudainement, les spaces adjacentes sont importantes puis tout le kit. Sauf que ça donne des hosties tu sais, une carte donne deux support checks, vous faites ça dans des spaces à basse stabilité, vous vous retrouvez avec de l'influence qui vous sort par les oreilles. Arrive Europe in Turmoil où ils mettent le cap de dire OK, là, une carte vous donne deux support checks, là, mais vous ne pourrez jamais avoir plus d'influence dans le pays que sa valeur de stabilité. OK, au moins on évite les coups. Est-ce que dans 1989, tu faisais un support check là, dans une space étudiante là, qui avait un de stabilité, puis des fois, là, ça partait à un du côté de l'adversaire, puis ça finissait à 6 de ton bord. Puis là, on arrive ici où est-ce que première bonne décision, une carte donne un seul support check. Je pense que vraiment la notion de risque doit demeurer. Tu veux prendre ta carte puis faire un support check, ben tu vas en faire juste un, mon Chris. Tu veux te fier sur le dé, tu vas te fier sur le dé jusqu'au bout. C'est pas j'en fais un puis j'ai deux support checks. Fait que même s'il y en a un qui va mal, j'ai un petit prix de consolation ailleurs. Une carte, un support check, puis on garde les mêmes affaires, là, tu sais. Qui est capé, même si tu réussis de manière phénoménale, tu vas toujours être capé à la stabilité du pays, plus un extrémiste. Fait que, tu sais, je pense que là, vraiment, là, dans la game que je joue, là, c'est pas le festival du support check, là, comme j'ai déjà vu dans 1989 puis dans Europe in Turmoil 1. On les fait quand on a vraiment de très bonnes odds, parce que là, on regarde notre carte et on dit, OK, c'est tout ce que je vais faire, puis j'en fais un, puis après ça, c'est au tour de l'adversaire. Puis je pense que ça, c'est nécessaire, cette affaire-là, pour que cette mécanique fonctionne bien. Il faut qu'il y ait cette dépendance-là sur le dé, puis de dire, oh, Coralis, si je roule un 1, par exemple, je suis dans la merde, je suis mieux de placer de l'influence, c'est plus sûr. Tu sais, je pense que ça doit rester ça, parce que j'ai vu du grand n'importe quoi, comme je disais, dans des games de 1989 ou d'Europe in Turmoil, là, qu'on y va à qui mieux mieux. Si je joue une carte 2 support check, bah ouais, ben moi tout, je joue une carte 2 support check, puis là, ça devient un festival de lancer des dés, puis tout ça. Euh, fait que, franchement, là, je pense qu'à l'avenir, tous les jeux de ce style-là devraient s'inspirer de cette mécanique-là de support check. Je trouve que le designer a vraiment atteint la maturité de cette mécanique-là, si on veut. La fin de game, c'est crissement mieux que Europe in Turmoil 1. Europe in Turmoil 1, le problème, c'est que vous aviez le choix entre deux affaires poches. Je suis désolé, là, mais quand la Grande Guerre se déclarait, ben, vous aviez le choix entre lancer un dé. Tu sais, je lance un dé, mon adversaire lance un dé avec quelques modificateurs qui étaient vraiment quelque chose d'extrêmement simpliste. Puis à l'autre extrême, complètement, là, c'était une mini-game, avec un paquet de nouvelles cartes que vous aviez jamais le temps ou l'opportunité de devenir familier avec, parce que ces cartes-là étaient utilisées une et une seule fois en fin de game, puis pas tout le temps. En plus, il fallait que la Grande Guerre se déclenche. Puis là, vous n'aviez en tabarnak des cartes, puis là, il fallait être familier avec les cartes de l'autre, familier avec les siennes. Fait que, tu sais, vous aviez le choix entre une mécanique ultra simpliste qui vous laissait un petit peu sur votre appétit, ou une mécanique extrêmement fiddly,
complexe, puis qui impliquait un paquet de nouvelles cartes, une nouvelle game, une mini-game complètement différente de ce que vous veniez de jouer, puis il n'y avait pas rien entre les deux. Alors que là, je trouve vraiment, bon, ben, la, la Deuxième Guerre mondiale se déclare, you know what, si on va scorer les régions comme d'habitude. Finalement, c'est la même hostie d'affaires que si vous arriviez euh, au final scoring, puis je trouve que c'est correct, je trouve que c'est une bonne décision de streamlining de le faire de même, parce que puis je comprends, tu sais, on se dit normalement, tu sais, je me mets à la place du designer, puis dire, ben là, écoute, la Grande Guerre vient de se déclarer ou la Deuxième Guerre mondiale vient de se déclarer, c'est très tentant de dire ça peut pas se finir comme un final scoring. Mais pourquoi pas? Puis c'est ça qu'Europe in Turmoil 2 fait, pourquoi pas? La Deuxième Guerre mondiale se déclare, bon ben juste avant, on prend une photo de quoi a l'air le monde, puis on distribue les points de victoire, puis les sanctions, puis tout le kit. Puis let's go après ça, on y va, et puis on détermine le gagnant. Le scoring aussi des régions de retour à la normale, ça je pense que c'est une bonne chose. Les cartes de stabilité dans Europe in Turmoil 1, moi je n'aimais pas ça. Encore là, une dizaine de cartes. Faut que je sois familier avec mes 10 cartes. Faut que je sois familier avec les 10 cartes de l'adversaire. Puis même avec le fameux cheat sheet que moi j'avais mis dans le module vassal, puis je pense qu'il était dans le deuxième printing du jeu aussi. Là. Ça demeure un hostie d'exercice pour moi qui casse le tempo. Puis que, tu sais, je joue une scoring card, mais là, hop, on prend nos 10 calices de cartes, puis laquelle je vais jouer, puis là, je vais jouer celle-là, mais s'il joue celle-là, je suis mieux de jouer celle-là, puis là, s'il sait que je sais qui c'est. Fait que pour moi, ça cassait le tempo à un moment où on est tout excité parce qu'on vient de jouer une scoring card. Fait que moi, let's go, on joue une scoring card. Là, en plus, on a un petit support check, puis après ça, on score la région. Ça, c'est vraiment excellent et une très bonne amélioration par rapport au premier volume. Les extrémistes, bon exemple de mécanique qui ajoute une nice touch sans trop d'overhead de plus. C'est pas dur à calculer, mais ça vient enrichir les support checks. Puis où sont mes extrémistes? Où est-ce que je place mes extrémistes si je peux le décider via un événement? Des très beaux dilemmes en perspective qui vous attendent. Puis c'est une mécanique, je trouve, qui s'intègre très bien aux mécaniques existantes du jeu. Le réarmement, je vous cacherai pas que c'est intimidant au départ. Tu sais, quand on rouvre ça la première fois, on est là, my God, tu me niaises, style, je suis obligé de tout lire ces crises d'affaires-là pour voir si c'est avantageux pour moi d'avancer ou non. Mais encore là, chapeau au designer d'avoir innové. C'est facile de faire juste une calice de track encore, comme on a vu avec la Space Race, comme on a vu avec la Tiananmen Square, comme on a vu avec ce qu'il y avait dans Europe in Turmoil, le Naval Race. Mais là, bravo au designer d'avoir innové, de nous donner encore une façon de nous débarrasser d'une carte horrible, tout en restant dans la thématique de réarmement qui était vraiment là, le cœur du problème, si on veut, ou le nœud du problème dans l'entre-deux-guerres que chaque nation se réarme puis tout ça, malgré le fait qu'on s'est tous donné des petits becs puis serré la main à la fin de la Première Guerre mondiale. Puis ce marker-là qui peut être d'un côté ou de l'autre, puis les tracks qui peuvent être d'un côté ou de l'autre, puis les tracks qui sont à l'avantage d'un joueur en particulier, puis certaines tracks vraiment asymétriques avec des gros chiffres au début, puis après ça, ça drop. Franchement, là, c'est excellent. Puis oui, je vous cacherez pas encore là que c'est un peu d'affaire à lire au début, là, mais personnellement, je l'ai lu avec plaisir, ça, ce bout-là, parce que puis vous pouvez attendre, là, quand vous aurez une première carte à vous débarrasser, ben regardez. Puis vous n'avez pas besoin de lire jusqu'à la fin là, pour dire oh, si la sixième space de l'Allemagne, c'est quoi là? Mais tu sais, on regarde les premières, et puis souvent, mettons, vous êtes de droite, puis vous allez dire, tu sais, Yark Caca parce que ça place des SP de gauche, Yark Caca parce que ça place des SP de gauche. Fait que tu sais, au final, ça va aller quand même assez vite de décider sur laquelle track vous allez bouger. J'adore justement le turn track, le timing des reshuffles. Puis là, je me suis rendu compte, ouais, c'est ça, là, dans l'autre vidéo, aussi, ça cache, ma face cache cette affaire-là. Là. Mais tu sais, les deux trucs de grande dépression, et puis on ajoute tout de suite l'appeasement, le reshuffle au tour 4, le reshuffle au tour 9, puis autrement, c'est de l'ajout de cartes. En tout cas, c'est une question comme de timing d'ajout de cartes puis de timing de reshuffle, mais c'est toujours clé dans ce jeu-là pour savoir où sont les scoring cards. Sont-ils dans discard? Ils viennent-ils d'être reshufflés? Est-ce que la scoring card était dans les dernières cartes du tour 4 avant qu'on reshuffle? Puis si oui, on ne la reverra pas avant un crise de bout. Fait que je trouve ça toujours très intéressant. Puis encore là, un petit peu d'innovation par rapport à ça
juste assez pour garder ça pimenté. Puis finalement, la mécanique des points de victoire par rapport à votre modération, ça aussi, c'est fucking intriguant. Vous allez jouer encore là, que vous le vouliez ou non, parce que des fois, c'est votre adversaire qui va les jouer pour vous autres, mais vous allez jouer des fois des événements puissants qui vont faire baisser bien malgré vous votre modération. Puis à cause de cette bonne position-là, vous allez scorer plus de points de victoire peut-être que votre adversaire. Mais vraiment, là, sans dire que la fête est finie, la fête ralentit en hostie une fois que le marqueur de VP dépasse votre marqueur de modération. Parce qu'être sous un effet constant de ce qu'on a toujours appelé le Red Scare purge dans Twilight Struggle, là, calvaire, c'est pénible en hostie. Mais tu sais, chaque fois que vous pigez une main de carte, d'avoir des. Fait qu'à un moment donné, veut pas, ça agit aussi comme mécanisme de catch-up pour votre adversaire. Là. Vous allez avoir bien de la misère à garder votre position forte de board en ayant une pénalité d'un hop sur toutes vos cartes. Là. Fait que vous avez le choix de vous en colisser puis continuer de jouer des événements qui vont peut-être encore empirer votre modération puis espérer à ce moment-là de blitzer jusqu'à 20 VP parce que si vous vous rendez à la fin de la game puis il y a un gros écart entre votre modération et celle de votre adversaire, là, bien là c'est bonjour les VP de l'autre bord. Fait que très, très intéressant. Très belle découverte. Je n'étais pas inquiète avec ce designer-là aux commandes là, qui est toujours extrêmement à son affaire, puis bien, là, tu sais, là, qui prend le temps de tester ses affaires, puis qui prend le temps de réfléchir. Mais vraiment, Europe in Turmoil 2 est un très bel ajout dans la lignée là, des card-driven games à deux, là, qui sont pas nécessairement des wargames, mais qui sont ce qu'on pourrait appeler un jeu historique. Fait que je le recommande chaudement, saut d'approbation de jeux de société en bon québécois. Manquez pas ça si vous aimez le style, puis si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là. Il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. À plus!